Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous propose de nous plonger dans une affaire criminelle chilienne qui a été adaptée sur Netflix sous le titre 42 jours d'obscurité. Et je vous cache pas que je l'ai saigné la série genre en une nuit, je l'ai fini tellement je l'ai trouvée intéressante. Je crois que c'est l'affaire criminelle la plus connue au Chili. Et j'imagine aussi la plus chelou, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement, et puis je vous dis à tout de suite. Ha sido un proceso súper largo, súper triste, un proceso que no nos dejó vivir el duelo de Viviana, no, ni siquiera asumir que ella está muerta, porque hemos tenido que luchar por justicia por ella y la verdad que nos ha costado mucho. Y como familia también estamos muy tristes por todo esto, porque la situación es muy triste para ambas familias. El mayor daño que hicieron aquí es que, dejar a esas niñas sin mamá, que van a tener que aprender ellas también a vivir con eso por toda su vida. Mucho tiempo, lo buscamos los 42 días y después buscamos la verdad y ahora estamos buscando la justicia y es lo que queremos lograr ahora. Bueno. L'affaire se déroule en 2010 dans le sud du Chili, plus précisément à Puerto Varas, une petite commune de 37 000 habitants longée par le lac Llanquihue. La famille Anguita Aguirre est composée du père, Jaime Anguita, âgé de 52 ans, de la mère, Maria Viviana, âgée de 42 ans, mais tout le monde l'appelle Viviana. Ils se sont rencontrés au début des années 90 à Puerto Varas, alors que Jaime y effectue un stage professionnel, et ils se marient en juillet 1992. Ensemble, ils ont 2 filles, Viviane, âgée de 14 ans, et Suzanne, âgée de 8 ans au moment des faits. Juste avant de tomber enceinte de Suzanne, Viviana a eu un fils, José, mais qui est mort-né malheureusement. Jaime est ingénieur-chef de projet dans l'entreprise Constructora Puerto Octay. C'est un homme que l'on décrit comme calme et plutôt sérieux. Tout l'inverse de son épouse Viviana, que ses proches décrivent comme enjouée, pleine de vie et toujours prête à faire une petite blague. Elle est mère au foyer, mais avant ça, elle était comptable chez Coca-Cola, puis elle a mis un terme à sa carrière afin de s'occuper de leurs enfants. Leurs filles sont scolarisées dans une école privée allemande qui se trouve à quelques minutes à peine en voiture de leur grande et belle maison dans le complexe immobilier Park Stoker. Comme vous l'aurez compris, il s'agit d'une famille aisée. La sœur de Viviana, Monica, vit dans la maison qui jouxte celle de la famille Anguita Aguirre. Elles sont très proches toutes les deux et elles passent énormément de temps ensemble, ainsi qu'avec leur mère Delia et ses autres frères et sœurs qui vivent également à Puerto Varas, puisque la famille Aguirre est originaire de Puerto Varas. Vue de l'extérieur, la famille Anguita Aguirre, c'est une famille modèle, aisée, qui respire l'amour et le bonheur. On est le 29 juin 2010, c'est un mardi, et comme pour tous les jours de la semaine, Viviana se lève très tôt afin de préparer le petit déjeuner pour toute la famille et réveiller ses filles pour aller à l'école. Jaime, lui, se réveille également tôt pour se préparer pour le travail. Viviane et Suzanne montent en voiture avec leur père afin qu'il les dépose à l'école. Il arrive à 7h45, soit un petit peu plus tôt que d'habitude, mais bon, c'est pas très grave en soi, les 2 jeunes filles rentrent à l'intérieur de l'établissement, et 3 minutes plus tard, soit 7h48, il appelle son épouse. Ils échangent quelques banalités, il raccroche puis il se rend à son travail, il y arrive vers 8h30. À 13h20, Jaime se rend à la banque pour quelques formalités administratives, et tandis qu'il est dans le bureau de sa conseillère bancaire, il reçoit un coup de téléphone d'un numéro qu'il ne connaît pas. Il décroche, l'appel dure quelques dizaines de secondes, puis il raccroche. Au même moment, Viviane sort de l'école avec un peu d'avance. Il est prévu que sa mère passe la récupérer vers 13h30 afin de la ramener chez le dentiste. Viviane attend devant l'école, aucun signe de sa mère. Elle l'appelle sur son téléphone portable, pas de réponse. Elle se dit que sa mère a certainement eu un empêchement à l'extérieur, peut-être qu'elle a été coincée dans les bouchons, peut-être qu'elle est coincée dans un magasin. Donc elle décide de rentrer chez elle à pied, ça se situe à une dizaine de minutes. Elle arrive devant chez elle, mais là elle voit que la voiture de sa mère se trouve devant et la clé sur le tableau de bord. Viviane rentre à l'intérieur de la maison, elle recherche sa mère dans le salon, dans la cuisine, elle l'appelle, aucune trace de Viviana. Elle monte à l'étage pour voir si sa mère ne se trouve pas dans sa chambre. Et quand elle pénètre donc dans la chambre de ses parents, elle remarque que c'est sans dessus-dessous. Tout un tas d'affaires gisent sur le lit, toutes retournées, ainsi que sur le sol.
Le premier réflexe de l'adolescente, c'est d'appeler son père. Elle l'appelle et là, elle lui explique que sa mère n'est pas venue la chercher à l'école, qu'elle est rentrée à pied, que sa voiture se trouve devant la maison et que la chambre est sans dessus-dessous. Jaime lui dit « Reste à la maison, je m'en occupe ». Il sort de son travail et il se rend au commissariat afin de déclarer la disparition de son épouse. Puerto Varas, c'est une petite commune, comme je vous l'ai dit. Et le complexe immobilier Park Stoker, c'est un endroit pour des personnes assez riches. Donc on va dire que la disparition est prise au sérieux tout de suite. À savoir que des policiers accompagnent Jaime à son domicile, afin de voir ce qu'il en est. Quand ils arrivent sur place, ils remarquent effectivement que la chambre est sans dessus-dessous. Et après avoir fait l'inventaire, Jaime leur déclare qu'il manque des objets. Une caméra vidéo, un appareil photo, des bijoux et un petit coffre-fort. Donc là, clairement, la scène laisse penser qu'il s'agit d'un homejacking, d'un vol. Mais si tel est le cas, où se trouve Viviana? Lorsque les enquêteurs de police sont arrivés au domicile de la famille Anguita Aguirre, le premier réflexe qu'ils ont eu, c'est d'appeler Viviana sur son téléphone portable. Le souci, c'est qu'il est éteint. Donc là, des enquêteurs interrogent Jaime. Ils lui demandent de lui décrire ce qu'il s'est passé précisément dans la matinée afin de pouvoir retracer la chronologie des événements. Il leur dit que le matin, ils ont déjeuné, qu'ensuite il a déposé ses filles à l'école, il a appelé son épouse pour lui proposer qu'ils mangent ensemble à l'extérieur, tous les deux, pour se retrouver un petit peu. Il s'est ensuite rendu à son travail, mais c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose de très bizarre quand il s'est rendu à la banque en début d'après-midi. Il leur dit qu'aux alentours de 13h30, il a reçu un coup de téléphone d'un numéro qu'il ne connaît pas. Il a décroché et une voix masculine lui a dit « J'ai kidnappé ta femme ». Jaime explique qu'il a raccroché parce qu'il pensait qu'il s'agissait d'une farce, donc il n'y a pas prêté attention. Et c'est quand sa fille l'a appelé pour lui dire que sa mère ne se trouvait pas à la maison, que la chambre était toute retournée, que sa voiture était là, qu'il a compris que c'était peut-être sérieux. Les heures qui suivent, de nombreux policiers sont déployés. Ils fouillent la maison, ils fouillent les alentours, ils interrogent la famille de Viviana, dont sa sœur Monica, qui vit à côté, mais personne ne l'a vue et personne ne sait où elle se trouve. Ce qui est certain en revanche, d'après sa famille, c'est qu'elle ne serait jamais partie comme ça, en laissant ses deux filles derrière elle. Le soir même, une enquête est ouverte pour enlèvement et séquestration. Et durant plusieurs jours, la police lance des recherches assez vastes, puisque le complexe immobilier est fouillé, c'est-à-dire les maisons qui se trouvent aux alentours, les hôtels également, les bois, le lac sur plusieurs kilomètres, aucune trace de Viviana, ni de son téléphone portable. La famille Aguirre s'organise de son côté. Ils placardent des milliers d'affiches dans la ville de Puerto Varas et aux alentours. Et une semaine après la disparition de Viviana, soit le 5 juillet, Jaime propose une récompense de 5 000 € environ en échange d'informations permettant de retrouver la trace de son épouse. Et tandis que des policiers lancent des battues, que la famille de Viviana s'organise et placarde des affiches dans toute la ville, une unité d'enquêteurs s'est installée au domicile de la famille Anguita Aguirre. Ils y sont restés une quinzaine de jours. Alors, ils ont fouillé la maison, mais le but c'était également d'être sur place au cas où quelqu'un appellerait pour demander une rançon. Les comptes bancaires ont bien sûr été vérifiés, mais il n'y a aucune transaction irrégulière ou inhabituelle. Les jours précédant la disparition, le jour de la disparition et les jours suivant la disparition. Les relevés téléphoniques ont également été épluchés. Alors ce que ça donne, c'est que le matin du 29, Jaime a effectivement appelé son épouse à 7h48, comme il l'avait indiqué dans sa déposition. Il a effectivement reçu un coup de téléphone à 13h30, là encore comme il l'a indiqué dans sa déposition, et le numéro de téléphone correspond à celui d'un callbox, un cybercafé. Des policiers se sont rendus dans le cybercafé en question afin de recueillir des témoignages, et là plusieurs témoins ont été dans la capacité de leur décrire l'homme qui a passé ce coup de fil le 29 juin à 13h30. Il avait la trentaine, fin de trentaine, et il était chauve. Le portrait robot n'aide pas vraiment, puisqu'il ressemble à tout le monde et à n'importe qui, mais c'est un bon début. Les jours passent, toujours aucun signe de Viviana, et les écoutes téléphoniques de tous les membres des deux familles ne donnent absolument rien. Cela dit, d'après les témoignages de la famille de Viviana et de ses amis, le couple traversait en fait une crise très sérieuse depuis plusieurs années. La police apprend que Viviana n'était pas si heureuse que ça dans son mariage. Elle et Jaime ne s'entendaient pas, ils n'avaient plus d'intimité, ils ne partageaient rien, si ce n'est l'éducation de leurs deux filles.
La raison pour laquelle Viviana n'était pas heureuse, c'est qu'en 2004, Jaime a eu une aventure extra-conjugale avec une jeune femme et il avait même quitté le foyer familial pour s'installer avec cette jeune femme, ce qui avait profondément marqué Viviana, ce qui l'avait même fait plonger dans la dépression, puisqu'elle avait dû consulter un psychologue afin de se relever. Jaime était retourné vivre avec sa famille au bout de quelques mois, mais Viviana ne parvenait pas à dépasser cet épisode. Au point que pour se venger, elle avait elle-même trompé pendant quelques mois son époux avec un ancien collègue de travail, Eduardo Galos. Et les enquêteurs découvrent, grâce au relevé téléphonique, qu'elle et Eduardo avaient repris une relation début 2010 avant de couper tout contact 2 semaines avant sa disparition. D'après la meilleure amie de Viviana, Margarita Soto, la mère de famille avait repris sa relation avec Eduardo puisqu'elle était tombée follement amoureuse de lui. C'était une échappatoire pour elle dans la mesure où elle avait confié à sa meilleure amie que Jaime la maltraitait verbalement et psychologiquement. Alors que Eduardo se montrait très gentil avec elle, le souci, c'est que son amant était marié, donc il avait été clair avec elle, il ne recherchait pas de relation sérieuse. La police a bien évidemment vérifié la piste de l'amant, mais ça n'a rien donné puisque le matin du 29 juin, il avait un alibi. Ce qu'ils ont découvert en revanche concernant Jaime, c'est qu'il a repris contact avec l'une de ses anciennes petites copines, avec laquelle il avait eu une aventure plusieurs années auparavant. Et cette femme en question avait eu un enfant, un garçon, avec un autre homme qu'elle fréquentait. Et Jaime l'avait contacté afin d'adopter son fils, afin de lui donner son nom. Alors, c'est très bizarre, c'est vrai que là, ce passage de l'histoire est assez étrange, mais de ce que j'en ai compris, Jaime a recontacté cette ancienne petite copine qui venait d'avoir un fils et il lui a dit « Écoute, est-ce que ça te dérangerait pas qu'on donne mon nom de famille à ton fils, comme ça j'ai un garçon ?» Et son ancienne copine lui a dit « Bah non, il a un père en fait, qui va s'en occuper. » Là, Jaime lui a dit « Laisse-moi au moins rentrer en contact avec cet homme pour lui faire cette proposition. » Jaime a contacté le père du garçon, il lui en a parlé, et ça n'a pas abouti forcément. Alors, est-ce que c'est lié au décès de son fils José ? Est-ce que il n'est jamais parvenu à faire son deuil, donc il a essayé de trouver un fils de substitution ? C'est très bizarre, mais ça ne suffit pas à faire de lui un suspect, d'autant qu'il a un alibi solide pour le 29 juin, il était au travail. Cela dit, les enquêteurs découvrent quelque chose de très bizarre. Quand sa fille Viviane l'a appelé pour lui dire que sa mère avait disparu, Jaime a raccroché, mais il n'a jamais appelé Viviana. Il a appelé d'autres personnes de son entourage, son épouse, jamais. Et les relevés téléphoniques sont clairs là-dessus. Donc la question qui brûle les lèvres, c'est pour quelle raison n'a-t-il pas cherché à appeler son épouse alors que sa fille venait de lui dire qu'elle avait disparu et que leur chambre était toute retournée. Ça, c'est quand même un élément assez troublant. Le problème, c'est qu'à côté de ça, quand les enquêteurs ont fouillé la chambre du couple, ils ont découvert une cassette vidéo dans les effets personnels de Viviana. C'est l'histoire d'une femme qui simule son propre enlèvement pour pouvoir échapper à un mariage forcé. Ça a de quoi alimenter, on va dire, la thèse de la disparition volontaire. Les jours, les semaines passent, toujours aucune trace de Viviana et personne ne se manifeste pour donner des éléments qui puissent permettre de savoir où elle se trouve. Mais Jaime, lui, apporte de nouvelles précisions aux enquêteurs. Vous vous souvenez que le jour de la disparition de son épouse, à 13h30, il a reçu un mystérieux coup de fil. Il a dit que c'était un homme qui l'avait appelé, qui lui avait dit « J'ai kidnappé ton épouse ». Alors, cette fois-ci, il précise qu'il a d'abord entendu la voix d'une femme lui dire « Ne raccroche pas, ils doivent te parler », puis la voix d'un homme lui dire « On a kidnappé ta femme ». À ce moment-là, l'opinion publique est divisée en deux. On a ceux qui pensent que Viviana avait des amants et qu'elle a simulé son propre enlèvement afin de fuir avec l'un de ses amants et que ce serait même elle qui aurait appelé Jaime en lui disant « Ne raccroche pas, ils doivent te parler ». Donc elle aurait demandé à son amant de dire « Ah, j'ai kidnappé ta femme ». Donc elle aurait simulé un enlèvement pour refaire sa vie ailleurs. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui pensent que Viviana a été tuée certainement par quelqu'un de très, très proche. De nombreux voyants se sont manifestés, comme c'est souvent le cas dans les affaires criminelles très médiatisées. Alors certains ont vu des choses dans les cartes, d'autres dans le marc de café, mais toujours est-il que d'après certains de ces voyants, il s'agirait en fait d'un crime passionnel et le corps de Viviana
se trouverait dans un endroit froid et sombre. Donc vous l'aurez compris, de plus en plus de personnes se posent la question de l'implication de Jaime dans la disparition de son épouse. Lui continue d'habiter son domicile, mais seul, puisqu'il a confié la garde de ses 2 filles à leur tante Monica, qui vit à proximité de sa maison. Pour Viviane et Suzanne, cette situation est très particulière, puisque déjà elles sont harcelées par les journalistes qui veulent absolument avoir leur ressenti sur la disparition de leur mère. Puis à côté de ça, elles vivent avec leur tante Monica et elles sentent qu'au sein de la famille, l'ambiance est un peu bizarre. Elles sentent que leur père n'est pas forcément le bienvenu. Et pour elles, c'est un déchirement quelque part, puisqu'elles souffrent de la disparition de leur mère. Et à côté de ça, elles sentent qu'il se passe quelque chose de très bizarre et que leur père est dans une posture, on va dire, peu enviable. Le 9 août, soit 1 mois et demi après la disparition de Viviana, un policier contacte Jaime et lui annonce qu'une nouvelle fouille va être entreprise à son domicile avec des chiens pisteurs cette fois-ci. Et pas n'importe quel chien pisteur, ceux qui sont spécialement entraînés pour rechercher des traces d'odeur de cadavre. Alors, d'après plusieurs sources que j'ai lues, mais ce point n'est pas très clair, donc je préfère le préciser, le jour même, donc le 9 août, un policier a invité Jaime à venir dans une forêt afin d'assister à une démonstration de ce qu'était capable de faire un chien pisteur grâce à son flair. On a enduit un morceau de tissu de diamine, c'est une molécule qui est sécrétée lors de la putréfaction d'un corps, et ce morceau de tissu a été caché à un endroit du bois. Et le chien pisteur a retrouvé le morceau de tissu en quelques secondes à peine. Donc Jaime aurait assisté à cette démonstration, ce qui signifie qu'il aurait compris que si un cadavre était dissimulé dans sa maison, le chien pisteur pourrait le détecter en quelques secondes à peine. Le lendemain, soit le 10 août, le commissariat de police reçoit un coup de téléphone de Jaime à 19h. Il semble complètement abattu et il leur dit qu'ils doivent venir de toute urgence à son domicile. L'agent lui demande ce qu'il se passe. Et là, il lui répond, c'est Viviana et elle est à la maison. L'agent lui dit, comment ça, elle est à la maison? Il lui dit, oui, elle est à la maison, mais elle est morte. Je l'ai retrouvée, elle était dans le vide sanitaire. Urgente a la casa. Venga urgente a la casa. ¿Qué le pasó? Está aquí en la casa. ¿Quién? Viviana, No, te decía, no está ahí. pero está muerta. ¿A dónde? ¿En la casa? En el entretecho. Vous l'aurez compris, ne serait-ce qu'à la voix de l'agent de police, c'est la stupéfaction au commissariat. Des agents se rendent aussitôt sur place avec la police scientifique et lorsqu'ils arrivent, ils découvrent le corps de Viviana en état de décomposition avancée et en position fétale dans le vide sanitaire de la maison qui est, je vous le précise, très difficile d'accès puisqu'il faut s'accroupir pour y accéder. Le pull de Viviana est relevé au niveau de sa poitrine et à proximité du corps on trouve une lampe torche et son petit coffre qui avait disparu et qui contient 1 000 €. D'après certaines sources, on a retrouvé une Bible sur la table de chevet avec un passage qui est surligné. Je vais vous lire le passage en question, c'est tiré du Deutéronome, verset 24. « Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien, si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. » Le corps de Viviana est sorti du vide sanitaire après avoir pété le mur, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un endroit qui est très étroit, et les enquêteurs demandent à Jaime de leur expliquer cette histoire. Là, il leur dit qu'il est monté dans sa chambre aux alentours de 18h30 afin de se reposer, tandis que sa mère se trouvait au rez-de-chaussée. En s'allongeant sur son lit, il a senti une forte odeur qu'il avait déjà sentie les jours précédents, mais sans y prêter attention. Et l'odeur semblait provenir du vide sanitaire dont l'entrée se fait par la chambre, donc à proximité de son lit. Il a ouvert la petite porte,
Il s'est avancé, donc là il est tombé sur de la morora, et l'odeur était de plus en plus forte. Il a continué à avancer, 2 mètres plus loin, il est tombé sur le corps en décomposition de son épouse. Donc si on en croit ses déclarations, durant 42 jours, il a dormi à 3 mètres du corps en décomposition de Viviana. Ce que l'on apprendra par la suite, c'est que quelques minutes après avoir appelé la police, il a contacté son avocat qui lui a conseillé de faire très très attention, qui lui a même dit au téléphone t'es dans la mouise, tu vas être arrêté. Et il lui a dit en gros fais attention à ce que tu dis. Bref, le soir même, donc le corps de Viviana est transporté pour une autopsie. Jaime décide de dormir chez un ami à lui, sans appeler ses filles pour les avertir que leur mère a été retrouvée morte. Et les heures qui suivent, la nouvelle de la découverte du corps fait immédiatement le tour de Puerto Varas et les habitants sont extrêmement choqués puisque beaucoup d'entre eux pensaient que Viviana s'était enfuie avec un homme. Au final, on la retrouve 42 jours après dans le vide sanitaire de sa maison. Mais ce qui choque encore plus, c'est qu'on se dit mais attendez, pendant plus de 2 semaines, il y a quand même des enquêteurs qui ont créché au domicile, qui y sont restés matin, midi et soir, et ils n'ont jamais trouvé le corps, ils n'ont jamais même senti d'odeur. Ça paraît invraisemblable. L'explication qui a été avancée par la police, c'est que lorsqu'ils ont demandé un plan de la maison à Jaime, il leur en a donné un, mais sur le plan, le vide sanitaire n'apparaît pas. Donc forcément, ils n'ont pas cherché à cet endroit. Et concernant l'odeur de putréfaction, j'ai regardé de mon côté et j'ai vu sur internet qu'à Puerto Varas, la température moyenne au mois de juin, c'est 11 degrés. Donc ça pourrait expliquer que l'odeur n'ait pas été aussi forte que ça, puisque le froid aurait conservé le corps. Le 12 août, le bureau du procureur déclare que selon l'autopsie préliminaire, Viviana Heger est morte d'asphyxie. Compte tenu de la décomposition très avancée du corps, on ne peut pas encore déterminer comment a eu lieu cette asphyxie. Toutefois, d'après le rapport, le corps ne présente aucune blessure attribuable à un tiers. Et il n'y a aucune trace permettant de dire que son corps a été traîné de l'extérieur jusqu'au vide sanitaire. Verdict, a priori, la mort de Viviana n'est pas attribuable à un tiers. Il n'y a aucune trace de la présence d'un tiers à l'endroit où elle a été retrouvée. Donc, on considère qu'elle s'est possiblement donné la mort elle-même. Comment? Pour le moment, on ne le sait pas. Et ça, mais vous vous en doutez, ça fait l'effet d'une bombe. La famille de Viviana est choquée, puisque ce qu'on est en train de leur dire, en fait, c'est que Viviana a décidé de se donner la mort dans un vide sanitaire après avoir saccagé l'ensemble de sa chambre. Elle se serait enfermée dans le vide sanitaire avec un coffre, mais avant ça, elle aurait saccagé sa chambre et elle aurait fait disparaître une caméra vidéo, un appareil photo, des bijoux et son téléphone portable. Sans oublier qu'elle se serait correctement habillée avant, donc elle aurait pris une douche, elle aurait mis un pantalon, un haut, des bottes, elle aurait mis les clés sur le contact de la voiture, ensuite elle serait rentrée et elle aurait décidé de se tuer. Et autre détail, et pas des moindres, si on regarde les photographies qui ont été prises de Viviana, mais surtout celles qui ont été prises de ses bottes, on remarque des petits morceaux d'herbe sous ses chaussures, mais des morceaux d'herbe frais, après 42 jours passés dans un vide sanitaire. Tout ça paraît plus qu'invraisemblable. Là, on est à la limite de X-Files. Et la famille de Viviana montre et fait même des déclarations afin de signifier que, déjà d'une part, ils ne croient pas à la thèse du suicide, et d'autre part, ils pensent que Viviana a été tuée par quelqu'un de très, très, très proche. Cette situation crée bien sûr une scission au sein des deux familles, puisque Suzanne et Viviane sont récupérées par leur père, et elles ne veulent plus ou ne peuvent plus voir leur famille maternelle. Le 14 août, les obsèques de Viviana Heger se tiennent à Puerto Montt. Près de 1000 personnes se déplacent pour lui rendre un dernier hommage. Jaime lit un discours dans lequel il loue les qualités de sa défunte épouse, mais la cérémonie se passe assez mal, puisque l'une des sœurs de Viviana l'insulte et l'accuse publiquement du meurtre de sa sœur. La mère de Viviana, Delia, refuse même de le saluer en partant. Donc là, clairement, vous l'aurez compris, voilà. La famille de Viviana pense que Jaime est l'auteur du meurtre de Viviana. Le souci, c'est qu'il n'est toujours pas considéré comme suspect puisqu'il a un alibi pour le 29 juin.
Et dans la ville de Puerto Varas, l'atmosphère est très lourde. Le fait divers tourne en boucle sur les chaînes locales et nationales. D'un côté, on a ceux qui appuient la thèse du suicide, de l'autre, ceux qui disent que non, c'est trop gros. Et quand bien même ce serait le cas, de quoi est-elle morte? Comment peut-on conclure à ça sans même savoir de quoi elle est morte? La réponse tombe le 8 octobre, puisque le bureau du procureur révèle enfin le rapport d'autopsie finalisé. Il fait savoir qu'on a retrouvé des traces d'herbicide dans l'organisme de Viviana, ce qui a provoqué une asphyxie. Les conclusions du rapport sont les suivantes. Conformément à l'ensemble des démarches effectuées dans le cadre de cette enquête, notamment les analyses et les résultats des expertises réalisées, il est possible de déterminer scientifiquement que le corps a été empoisonné par un produit herbicide. On a effectivement retrouvé des herbicides dans la maison, ce qui n'est pas rare, ce qui n'est pas étonnant, puisqu'il s'agit d'une grande demeure avec un jardin. Donc, pour eux, on soupçonne qu'elle s'est suicidée avec des herbicides. On en a retrouvé dans la maison, donc ça colle. D'après le bureau du procureur, Viviana allait très mal à cause de ses problèmes conjugaux. Elle aurait donc ingéré un produit contenant de l'herbicide, puis elle se serait enfermée dans le vide sanitaire avec son petit coffre. Après, comme je vous l'ai dit, avoir fait disparaître la caméra, l'appareil photo, son téléphone, des bijoux, et s'être habillée et avoir mis les clés sur le tableau de bord. Ce que l'on apprend également, c'est que le t-shirt de Viviana, celui qu'elle portait le jour où on a retrouvé son corps dans le vide sanitaire, il a tout simplement disparu. Et durant 1 an, l'affaire reste au point mort. C'est-à-dire que l'instruction est toujours ouverte, toujours en cours, et Jaime, lui, de son côté, soutient la thèse du suicide. Alors, ce qu'il explique aux enquêteurs, c'est que, d'après lui, Viviana était dans une situation de stress permanent. Il affirme qu'il avait reçu des menaces de mort. On voulait le tuer pour qu'il sorte définitivement de la vie de Viviana, et ça, elle le vivait très mal, au point de se donner la mort. Alors je vous avoue que cette histoire, je la trouve pas claire du tout, mais Jaime l'a dit, donc voilà. En gros, Viviana vivait dans le stress permanent parce qu'on menaçait de mort son époux, et du coup elle le vivait mal, donc un matin elle s'est dit je vais me tuer dans le vide sanitaire. Comme je vous l'ai dit, l'instruction est toujours ouverte. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle a été extrêmement médiatisée? Certainement. Et en décembre 2011, la famille de Viviana Egger dépose officiellement plainte contre Jaime Anguita pour homicide. Dans la foulée, la famille dépose une requête pour réaliser une seconde autopsie. Et l'affaire prend tellement d'ampleur que le procureur régional demande qu'une unité criminelle de Santiago soit envoyée sur place afin de rouvrir l'enquête. Le 12 mars 2012, le corps de Viviana est exhumé et envoyé à Santiago pour sa seconde autopsie. Il est prévu qu'on fasse tous les examens possibles et imaginables sur la dépouille. Entre-temps, une enquête interne a été demandée afin de voir ce qu'il s'est passé dans cette affaire, s'il y a eu des manquements, des négligences, et à l'issue, en mai, 6 fonctionnaires ont été sanctionnés. L'un d'eux est envoyé à la retraite et les autres reçoivent une annotation négative sur leur dossier, ce qui signifie que lorsqu'ils voudront se grader, ça va être compliqué pour eux à cause de cette annotation. Donc clairement, on reconnaît qu'au départ, ils n'ont pas correctement fait le taf. Et en août, le second rapport d'autopsie est révélé et on tombe des nues. Des ecchymoses ont été découvertes sur les poignets et le coude droit de Viviana, ce qui laisse supposer qu'on lui a certainement attaché ses poignets avec quelque chose avant de le retirer. Et on a également décelé un traumatisme à la tête et au cou. Toutefois, la cause précise du décès est indéterminée, même s'il est question d'asphyxie. Ce qu'il ressort à demi-mot de ce rapport, c'est que Viviana a été assassinée. Par qui? Pourquoi? On ne sait pas. Toujours est-il qu'entre-temps, la police découvre que tous les biens immobiliers de la famille Anguita Egger étaient au nom de Viviana. Jaime avait eu une première entreprise qui avait fait faillite quelques années plus tôt, et pour éviter de tout perdre, il avait mis tous ses biens au nom de son épouse. Et après ça, il lui avait également fait souscrire une assurance vie. En octobre 2010, soit quelques mois après la découverte du corps de Viviana, il avait rebasculé l'intégralité des biens à son nom. Et 2 mois plus tard, il avait tenté de toucher l'assurance vie de Viviana. Mais il n'avait pas pu, puisque la procédure judiciaire était toujours en cours. Ça, c'est tout de même assez troublant. Mais Jaime n'est toujours pas considéré comme suspect. Il vit toujours à Puerto Varas avec ses 2 filles. Il mène une vie, on va dire, tranquille, quand soudain, en 2015,
Coup de théâtre. On est en septembre 2015. Le procureur de la ville de Puerto Montt reçoit les confidences d'une détenue de la prison d'Alto Bonito. Puerto Montt, c'est une ville qui se situe à proximité de Puerto Varas. La détenue en question se nomme Maria Bustos. Elle est emprisonnée pour trafic et elle révèle au procureur que sa fille, Lorena Bustos, elle-même emprisonnée pour trafic, pense savoir qui a assassiné Viviana Heger. Suivez bien cette partie les gars, puisqu'il va y avoir plusieurs protagonistes. Alors, en septembre, Maria Bustos contacte le procureur de Puerto Montt. Elle lui dit, voilà, j'ai des révélations à vous faire. Ma fille sait qui a tué Viviana Heger. Ok, explique. Alors, Maria raconte que quelques semaines auparavant, sa fille Lorena regardait la télé avec l'une de ses codétenues, Clara Ruiz. À la télé, il passait un reportage sur la mort de Viviana Heger. Et à un moment, ils ont passé le portrait robot de l'homme qui a été aperçu dans le cybercafé le jour de la disparition de Viviana. Vous vous souvenez, le coup de fil mystérieux qui a été passé à Jaime pour lui dire « on a kidnappé ta femme ». Des policiers sont allés au cybercafé et là on leur a fait le portrait robot de l'homme qui avait appelé Jaime. Jusque-là, vous me suivez. Bref, Lorena et Clara regardent le documentaire et là Clara elle regarde avec insistance le portrait robot. Elle regarde, elle se retourne vers Lorena et elle lui dit « mais attends, cet homme ressemble comme 2 gouttes d'eau à mon ex-mari, un certain José Pérez Mancilla, un menuisier père de 4 enfants. » Et Clara a même dit à Lorena, après avoir vu le portrait robot et avoir reconnu son ex-mari, « mais purée, c'est trop bizarre, en plus il connaissait très bien la famille Anguita Aguirre, puisqu'il travaillait pour Jaime. » Le procureur de Puerto Montt dit « ok ». Il contacte le procureur de Puerto Varas. Durant 3 mois, cette piste va être creusée. Et effectivement, José a travaillé pour Jaime à partir de 1995. C'est un homme qui vient d'un milieu très modeste à Puerto Montt. Il a 4 enfants de 2 femmes différentes avec lesquelles les relations sont très compliquées. C'est un homme que l'on décrit comme violent et pas forcément fréquentable. Au départ, José avait été embauché comme ouvrier par Jaime pour un contrat temporaire. Puis il était devenu son homme à tout faire, puisque Jaime apprécie le fait que José ne discute pas ses ordres. Donc il s'était dit, bon là j'ai affaire à un homme docile, donc autant le garder. Jaime faisait même appel à lui pour effectuer des travaux à son domicile, donc des travaux de menuiserie, des travaux au niveau de son jardin, ce qui signifie qu'il connaissait très bien Viviana, avec laquelle il entretenait des rapports cordiaux. Donc pour quelle raison aurait-il cherché à tuer l'épouse de son patron ? La police se rend au domicile de sa fille Alejandra à Puerto Montt et là il l'interroge sur la journée du 29 juin 2010. Il lui demande si elle se souvient d'avoir vu son père ce jour-là, s'il s'est passé quelque chose de particulier. Effectivement, Alejandra se souvient que son père est venu, il lui a rendu visite et pas les mains vides. Il avait une caméra vidéo, un appareil photo et une bague. Il a revendu la caméra vidéo et l'appareil photo à ses beaux-fils et il a offert la bague à sa deuxième fille, Clancy. La police demande à Alejandra si elle n'a pas trouvé ça bizarre que son père débarque avec des biens d'une certaine valeur comme ça, du jour au lendemain, et elle leur dit qu'il leur a expliqué que c'était un cadeau de Don Jaime. Elle ajoute qu'elle a eu l'appareil photo et la caméra vidéo entre les mains afin de supprimer les fichiers qui s'y trouvaient pour que son père les revende, et elle est formelle, elle y a vu des photos de la famille Anguita Aguirre. La bague que Jaime a offerte à sa fille Clancy n'a jamais été retrouvée puisque lorsqu'elle a été interrogée par la police, elle a dit qu'elle l'avait donnée à un narcotrafiquant, certainement pour une histoire de dette. Et le narcotrafiquant en question a été interrogé par la police. Il dit qu'effectivement, il a eu la bague entre les mains. Il y avait une inscription en rapport avec Viviana sous la bague, mais il jure s'être débarrassé de la bague, il l'a jetée dans le lac. Donc on n'a jamais pu remettre la main sur le bijou. Après ces 3 mois d'enquête, le dossier du procureur est a priori solide puisque José Pérez Mancilla est arrêté à son domicile le 8 décembre 2015 à 1h20 du matin. Il passe tout de suite aux aveux. C'est bien lui qui a tué Viviana, mais il s'agissait en fait d'un contrat commandité par son mari, Jaime Anguita. José déclare que Jaime lui avait promis la somme d'environ 5 000 € pour le meurtre de sa femme. Ils s'étaient mis d'accord quelques semaines avant le meurtre
Et lorsqu'on vérifie les correspondances téléphoniques entre les deux hommes, on trouve effectivement 2 appels un mois avant la mort de Viviana. José explique que le 29 juin 2010, il s'est rendu au domicile de la famille Anguita Aguirre à 9h30. Il savait que Viviana serait là, puisque Jaime le lui avait confirmé. Elle lui a ouvert quand il a frappé à sa porte et le piège s'est refermé. Señora Anguita, cuando llegó él me dijo que me llamó y tenía una peguita que hacer. Entonces yo me imaginé que era un trabajito así como un pololito, como siempre venía acá a hacer cualquier trabajito así. Y me dice que va a hacer desaparecer a la señora Viviana. Y yo pensé que me estaba bromeando. No, me dijo. Tengo 5 millones de pesos y algo desapareció. Que él estaba harto ya con ella. Él me dijo que sabía a la hora que salía sus vecinos, quién iba a dejar al colegio, a la hora que llegaban las empleadas, todo eso. Y que viniera, que lo hiciera como de forma rápida. Pues. Aquí golpeó la puerta. Ella me dice, Heriberto, ¿qué andas haciendo? Justo voy de salida. Yo le dije que estaba haciendo una pequita que es frente de la otra parcela. Entonces, que me necesitaba una herramienta y que yo sabía que ellos tenían aquí porque como yo trabajo acá. Entonces, ella cierra la puerta, espera un ratito, me dice. Entonces ella cierra la puerta y da la vuelta por allá. Y va camino a la bodega, ella delante de mí. Aquí estaba con candado la bodega. La va a abrir. Aquí estaba la sierra. Ella levanta la mano ahí y yo hago esto aquí. Y le pongo la mano aquí. Y ella me quiere morder. Entonces yo saco la mano y hago esto y le pongo aquí. Pero no creo que sí. Y aquí ella, en esta parte por aquí, yo con la mano así presionada arriba, ella me dice, ¿por qué lo haces, Heriberto? Me dijo. Si es por plata puedo llamar a mi hermana, me dijo. Y yo le dije, no, le dije. Ella intimidada en ese momento iba llorando. Y por aquí más o menos ella me pregunta y me dice, ¿por qué lo haces? ¿Quién te mandó? Usted sabe, le dije yo. Es que lo lleva a decir. ¿Hasta dónde lo lleva? A su cuarto. Es que yo lo coloqué así. Y ella se puso con la boca. Sí, pero no hasta nada. Y aquí yo lo pesqué, pues ella tenía la manita así. Entonces yo pesqué, hice esto. Le pesqué aquí, los 2 brazos, y lo presioné así de esta forma. Sí, lo puse de esta forma. Y vacié la bolsa. Vacié la bolsa y siempre teniéndola. Y le coloqué la bolsa dentro de la y lo asfixié con la bolsa. Y aquí yo le puse la mano así. Descansó, cayó su cabecita así. Y se orinó. Entonces yo hice esto aquí, de esta forma. Y con esto yo lo así. Yo lo pesqué de esta forma y lo pasé así. Hermano, así de clase. Y aquí lo pesqué así, de esta forma, y lo levanté así. Y lo iba avanzando de a poquito, así. Yo me fui firmando aquí. Y aquí lo pesco de esta forma yo de aquí, del pantalón. Aquí. Y lo levanto hacia arriba. Lo levanto hacia arriba y lo voy tirando. Y aquí ya estoy cerca del caño. Aquí. Lo dejé aquí. Y aquí yo salí hacia afuera.
Aquí estaban las cámaras de firmadores, que yo las eché en mi mochila saliendo rápidamente. Me alcanzó un minibús y yo lo hice parar y me fui a Puerto Montt. Pero voy hacia abajo donde había indicado este señor, entonces yo ahí hago la llamada. Porque él me ha dicho que le diga que lo llame porque le iba a estar en el banco. Il explique que s'il a accepté de faire ça pour l'argent, c'était pour aider sa nouvelle compagne qui avait des problèmes de santé en 2010. Et il ajoute que Jaime ne lui a pas reversé la totalité des 5 000 €, il lui a donné environ 2 000 €. Et cette somme lui a servi à acheter des lits, une télé et une machine à laver qu'il avait laissée chez sa fille Alejandra. Ces déclarations collent avec le second rapport d'autopsie puisque, si vous vous souvenez, il était question d'échymose au niveau des poignets. Donc comme il l'a dit, il l'a maintenu avec les poignets à l'arrière du dos très fortement, ce qui lui a laissé des traces. 3 heures après les aveux de José Pérez Mansilla, Jaime Anguita est arrêté à son domicile. Tout d'abord, il nie connaître José. Il nie lui avoir demandé de tuer son épouse, il nie tout de A à Z. Mais il finit par avouer qu'il connaît José. Parce que bon, on a quand même les relevés téléphoniques, les témoignages de l'entourage, donc bon, on peut pas non plus tout nier. Mais il persiste, c'est vrai. Il le connaissait uniquement sur le plan professionnel. À aucun moment leur relation n'a dépassé ce cadre. Malgré ces dénégations, lui et José sont inculpés pour homicide. Lorsque la famille de Viviana apprend la nouvelle, autant vous dire qu'ils sont soulagés, heureux, puisqu'il aura fallu quand même 5 ans avant qu'il soit arrêté, puisque dès le départ, eux pensent qu'il est coupable. Donc là, ils sont contents d'apprendre que, d'une part, on reconnaît officiellement que Viviana ne s'est pas donné la mort elle-même, et que d'autre part, l'homme qu'ils soupçonnaient depuis le départ, Jaime, a été arrêté. Le 29 décembre, une reconstitution est effectuée au domicile de la famille. Jaime refuse d'y participer. José, lui, reproduit les faits et gestes du 29 juin 2010 et il persiste et signe. Il a agi pour le compte de Jaime. Le ministère public fait savoir qu'il compte demander 17 années de réclusion pour José Pérez Mansilla et la réclusion à perpétuité pour Jaime Anguita. Sa fille Viviane, qui est âgée de 19 ans à présent et qui vivait en Allemagne pour ses études, rentre au Chili afin de s'occuper de sa petite sœur Suzanne. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle se porte partie civile et elle dépose plainte contre José Pérez Mansilla pour vol avec homicide. En faisant ça, elle apporte son soutien à son père, qu'elle a toujours pensé innocent. Le procès de Jaime Anguita et José Pérez Mansilla s'ouvre le 28 août 2017 aux assises de Puerto Montt. La famille de Viviana Eger, sans exception, reste donc convaincue que Jaime est impliqué, tandis que ses 2 filles, Viviane et Suzanne, le soutiennent corps et âme puisqu'elles croient en son innocence. Et c'est l'occasion pour Viviane de revoir sa famille maternelle puisqu'elle ne l'avait plus revue depuis plusieurs années, les liens avaient été coupés. Quand elle est rentrée d'Allemagne à la suite de l'arrestation de son père, Viviane a demandé la garde de sa petite sœur Suzanne, puisque la famille de Viviana avait également demandé la garde de Suzanne, mais le tribunal des affaires familiales a décidé que c'est Viviane qui s'occuperait de sa petite sœur. Et les retrouvailles ont été assez touchantes, puisque la famille de Viviana a toujours souhaité conserver les liens avec Suzanne, avec Viviane, qui reste le seul souvenir de Viviana, vous comprenez? Donc durant toutes ces années, ça a été un véritable déchirement pour eux. Et lorsque le procès commence, c'est une occasion assez tragique pour eux de se retrouver. Bon, comme vous pouvez vous en douter, le procès est extrêmement médiatisé puisque l'affaire fait la une des journaux depuis plusieurs années. Après autant de rebondissements, on veut le point final. Du côté de la défense de Jaime Anguita qui se déclare innocent, les points mis en avant sont les suivants. On n'a retrouvé aucune trace de transaction financière entre Jaime et José. On n'a pas non plus retrouvé de retrait d'argent correspondant à la somme de 2 000 € les semaines précédentes ou suivant le meurtre de Viviana. L'autre point concerne les déclarations de José lors de son arrestation. Il avait affirmé qu'il avait accepté de tuer la femme de Viviana pour de l'argent à cause des problèmes de santé de sa compagne. Il leur fallait de l'argent pour payer son traitement. Or, on a découvert entre-temps que la totalité des soins étaient pris en charge par l'État, ce qui signifie que José a menti. Donc la ligne de défense de Jaime, c'est que José est un mytho. S'il a menti sur ça, sur quoi d'autre a-t-il pu mentir? Mais pourquoi José Pérez Mansilla
aurait-il menti? Alors moi, d'après ce que j'en ai lu, José risquait plus d'années de prison en déclarant qu'il avait accepté de tuer Viviana pour le compte de Jaime. En gros, s'il est accusé d'avoir été tueur à gages, il risque plus d'années de prison que s'il est accusé de vol avec homicide. Donc on peut se demander pour quelle raison il mentirait, mais c'est vrai que José, on va dire, c'est un témoin un peu bancal, puisque durant le procès, il se rétracte. Alors un coup, oui, c'est Jaime qui l'a payé pour qu'il tue Viviana. Ensuite, non, Jaime ne l'a jamais payé. Il a voulu voler des effets personnels au domicile de son patron. Finalement, il a tué Viviana. Donc toutes ces contradictions font de lui un témoin plus que bancal. Du côté de l'accusation, une centaine de personnes est appelée à témoigner. 41 experts déposent à la barre et 54 documents sont présentés. Parmi les documents présentés, il y a les rapports des psychiatres qui ont vu Jaime après son arrestation. Et selon les experts, c'est une personne froide, calculatrice et manipulatrice. Mais le 28 septembre, à la surprise générale, Jaime Anguita est acquitté. La Cour a considéré que les preuves présentées n'étaient pas suffisantes pour caractériser son implication dans le meurtre de Viviana. Hay algunos golpes al vehículo, también manifestaciones. Va tranquilo en su... Vemos cómo le golpean también. ¡Mentiroso, mentiroso, mentiroso! ¡Mírame bien, mírame bien! ¡Mírame bien! ¡Asesino desgraciado! Le 16 octobre, José Pérez Mansilla est condamné à 10 ans de réclusion pour vol avec homicide. Les 2 années qu'il a déjà passées en prison seront déduites de sa peine. Il est donc libérable à partir de 2025. Bientôt quoi. La famille de Viviana a fait savoir qu'elle était à moitié satisfaite du jugement, à moitié. Vous aurez compris ce que ça signifie. José a été condamné, mais pas Jaime. Quand Jaime a été acquitté, il y a eu une vague d'indignation au Chili, puisque là il était question de féminicide. Les preuves présentées étaient tellement accablantes que personne n'a compris le verdict. Lui est retourné vivre dans sa maison à Puerto Varas avec ses 2 filles. Et en juin 2019, le journaliste chilien Rodrigo Fluxa publie Usted sabe quién, notas sobre el homicidio de Viviana Eger. Et c'est ce livre qui a inspiré la série chilienne sur Netflix, même si les noms ont été changés pour des questions juridiques, j'imagine. 2 mois plus tard, soit en août, la mère de Viviana, Delia, meurt de vieillesse à l'âge de 91 ans. Jusqu'à son dernier souffle, elle a maintenu que Jaime était coupable du meurtre de sa fille. En novembre 2019, Jaime Anguita et ses 2 filles intentent une action en justice contre l'État chilien pour les préjudices subis à la suite de son arrestation. Il s'agit de ces 2 années passées en prison, durant lesquelles il affirme qu'il a été torturé. Il s'agit également des répercussions sur sa vie après son acquittement. Son image a été ternie. Il lui a donc été difficile de se réinsérer socialement. Viviane déclare qu'elle a elle aussi subi un lourd préjudice puisqu'elle a dû abandonner ses études en Allemagne pour rentrer au Chili s'occuper de sa petite sœur Suzanne. Le montant qu'il réclame, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, c'est un peu plus de 2 millions d'euros. En fait, le montant que j'ai vu dans les différents articles est précédé d'un dollar, mais je pense pas que c'était en dollars américains, puisque du coup le montant serait de 2 milliards de dollars, ce qui me paraît quand même loufoque. Donc on va partir du principe qu'il réclame aux alentours de 2 millions d'euros. Mais en février 2021, leur demande est rejetée. L'État considère que la somme réclamée est tout bonnement exorbitante. Aujourd'hui, Jaime Anguita vit toujours à Puerto Varas avec ses 2 filles, près de la famille de Viviana Eger. Il continue de clamer son innocence et la vérité judiciaire chilienne en a décidé ainsi. Il n'a donc jamais commandité le meurtre de son épouse, Viviana Eger, survenu une matinée de juin 2010. Bon écoutez, si vous êtes arrivé au terme de cette vidéo, j'en suis contente et tout ce que j'ai à dire c'est coupable
culpable, guilty, colpevole. Non, vous l'aurez compris, je le pense coupable. Les deux points que j'ai trouvés les plus fous, c'est l'acquittement, bien sûr, de Jaime Anguita et les 10 ans pour José Pérez Mansilla. 10 ans. Le mec, dans 2-3 ans, en fait, il sort de prison et il reprend sa vie là où il l'a laissée. Je trouve que c'est pas juste. Après, c'est comme ça, le système judiciaire est tel qu'il est, mais je me suis dit, 10 ans, le mec, il l'a quand même torturé. Vous savez, ça m'a fait mal au cœur de me dire, même si peut-être que ça va pas vous paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais en fait, ce que j'ai trouvé le plus triste, c'est de savoir que pendant 42 jours, elle est restée toute seule dans le noir, dans ce vide sanitaire. Oui, elle était morte, donc c'est son corps qui est resté là, mais je sais pas, ça m'a fait quelque chose quand même de me dire que pendant 42 jours, elle était là. Pour rebondir sur la série Netflix, franchement les gars, je vous la conseille, elle déchire. Après, elle déchire selon mes standards, hein. C'était la première fois que je regardais une série chilienne et j'ai trouvé qu'ils avaient grave géré les Chiliens, même si, à mon sens, les maîtres absolus du film policier, du thriller, ça reste les Espagnols. Franchement, les Espagnols, non, on peut pas tester à côté d'eux, selon encore une fois mes goûts, hein. Mais moi, j'adore les films policiers, thrillers, tout ça espagnol. Depuis 30 ans, à mon sens, c'est ceux qui se sont le mieux imposés dans ce registre-là. Et je vous cache pas que mon rêve absolu, mon rêve genre ultime, ce serait de jouer dans un thriller espagnol du type Tesis ou El Cuerpo. Donc, que dire, si Oriol Polo ou Amenábar passent par là, me gusta tu trabajo. Franchement, ils passeront jamais par là, hein. Mais après, si Olivier Marchal me propose de jouer dans l'un de ses films, je dis pas non non plus, hein, parce que pour moi, Olivier Marchal, c'est l'un des maîtres du film policier français. Olivier Marchal, tu déchires ta race. Voilà, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il est 3h du mat et je suis éclatée. Donc ce que je vous propose, c'est de me mettre en barre des commentaires déjà si vous connaissiez la série chilienne, si vous connaissiez cette affaire, ce que vous en pensez. Si comme moi, vous êtes consterné, mais vraiment consterné, genre en mode c'est quoi cette histoire-là? Après, je le souligne encore une fois et j'aime bien le dire des fois à la fin de mes vidéos, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Vous pouvez le penser innocent, vous pouvez le penser coupable. Moi, je m'en fous en fait, tant que vous l'écrivez dans le respect, qu'entre vous, vous embrouillez pas. Ça me convient. Peut-être que je mettrai un sondage. Et puis, ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.